Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une exposition extraordinaire sur quelque chose de peu connu et pourtant de fondamental dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc cette exposition traite des pharaons noirs, donc des pharaons qui viennent de Nubie. Donc c'est une exposition qui se tient au Louvre. Donc en ce moment, je vous conseille d'aller la voir. Ce sont des monuments qui sont très peu connus. Notamment, vous avez donc deux magnifiques rois là, qui ont fait l'objet d'une très belle découverte il y a une dizaine d'années. Cette exposition se déroule encore jusqu'au 25 juillet, donc vous avez le temps d'y aller. Une carte, donc effectivement, bon, vous avez une carte de l'Égypte, et puis surtout, là, vous voyez, donc il va de Méditerranée, qui part du Soudan, et ces pharaons noirs, appelons-les comme ça, parce qu'ils sont africains, donc leurs résidences ont eu, ont eu pour capitale Kerma, troisième cataracte, donc très au sud, et puis ils vont finir à côté de Napata, et plus tard encore à Meroé, donc encore plus loin sur la quatrième cataracte. Donc, ces pharaons noirs, parce qu'on les appelle comme ça, parce qu'ils vont devenir pharaons. Ce sont des rois africains, des Nubiens, et qui vont profiter d'un effondrement, ou plutôt d'un affaiblissement de l'Égypte, du pouvoir pharaonique en Égypte, quand la gloire des Aménophis, des Ramsès, notamment Aménophis III et Ramsès II, donc n'est plus qu'un lointain souvenir, ils vont effectivement donc prendre le pouvoir en Égypte et former une dynastie, la 25e. Donc vous savez que c'est un prêtre égyptien, Manéthon, qui a classé donc les pharaons dans des dynasties, et effectivement, il fait référence à ces pharaons noirs dans la 25e dynastie. Donc, quand ils partent à la conquête de l'Égypte, on est en moins 720, quelque chose comme ça, ces, ces Nubiens sont quand même connus des Égyptiens. Depuis l'Ancien Empire, l'Égypte va en Nubie, va la coloniser pour des raisons à la fois économiques. La Nubie est une terre, on y voit beaucoup de minéraux. C'est une terre qui est au carrefour des routes entre l'océan Indien, l'Afrique, la mer Rouge. Donc notamment, on y exploite de l'or, de l'ivoire. Vous avez une photo là justement comme quoi. Donc on voit bien, donc parmi ces hauts dignitaires, le troisième on partait de la droite, et puis celui qui porte de l'or donc sur des plateaux est un Nubien. On est dans une tombe d'un haut fonctionnaire de la 18e dynastie à Thèbes. D'ailleurs, je n'ai pas pris tellement cette photo au hasard, parce que vous voyez que ce serviteur nubien donc porte de l'or sous forme d'anneau, et il y a des chances que le nom de Nubie vienne du nom égyptien Noub, qui voulait dire l'or. Donc les Égyptiens allaient en Nubie pour cette raison. C'était aussi un réservoir de soldats, la Nubie. Donc ils ont donné beaucoup d'archers, les Selem Medjay. Vous les voyez là, donc de nouveau représenté dans une tombe thébaine. On la voit très très bien en costume égyptien, mais en même temps tout de même avec des coiffures de plumes d'autruche, produit essentiel pour l'Égypte, qu'elle allait chercher là aussi en Nubie. Nous sommes dans une tombe thébaine, toujours la 10e dynastie. Et puis là, nous sommes dans le temple de Djer el-Bahri, construit par la reine pharaon Hatshepsut. Donc on voit très très bien, donc là aussi ces archers, donc avec les carquois, les arcs d'origine nubienne. Et puis, alors, autant les deux autres photos étaient décorées des monuments de la dynastie, là on plonge un petit peu dans le temps, on est moins de 1000, donc on est sur des modèles, c'est-à-dire qu'au Moyen Empire, donc à partir de 2000 jusqu'à 1500 avant notre ère, pour donner des dates rondes,
on va non plus forcément peindre sur les murs, mais on va faire des objets en deux dimensions. Et là, vous avez donc un régiment donc de Nubiens. Ils étaient essentiels dans l'armée égyptienne parce que les archers donnaient un rôle important, et puis en même temps, ils faisaient la police, notamment dans la nécropole royale. Donc, comme je vous dis, donc après la dynastie des Ramsès, l'Égypte est vraiment rentre dans une profonde, pas décadence, mais instabilité. C'est le moment où les tombes royales sont pillées, où les ouvriers qui travaillent dans la nécropole thébaine, dans la tombe royale, se mettent en grève. Donc, une Égypte qui perd tout son empire au Proche-Orient, hein, se replie sur elle-même, en crise économique. Et c'est finalement donc un moment où ces Soudanais, ces Nubiens même plutôt, parce que le Soudan, on ne va pas en parler maintenant, donc qu'on appelait aussi le royaume de Couche, va reconquérir son indépendance perdue avec les pharaons de la 10e dynastie, avec Ahmosès, Aménophis Ier, Aménophis II, etc. Et cette conquête de l'Égypte nous est racontée par une stèle qu'on appelle la stèle de Pianki, qui est justement le premier, le fondateur, peut-être, on n'en est pas tout à fait sûr, mais un des rois, des premiers rois de la 25e dynastie, qui nous raconte sur une stèle égyptienne, en hiéroglyphes, dans le pur style égyptien, même avec un égyptien très classique, celui du Moyen Empire, sur un style qu'on va retrouver comme propre à tous les textes de propagande royale, vraiment un texte égyptien, nous raconte donc le fait qu'il part de Napata, hein, vous avez vu le Kerma, tout au sud, et puis jusqu'à Memphis, donc jusqu'aux pyramides, hein, pour vous donner, être un peu plus concret, prend le pouvoir et expulse donc les dynasties, les dynastes libyens qui lui faisaient barrage. Alors cette stèle est exposée aujourd'hui au musée du Caire, enfin elle l'était. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue dans le déménagement de l'ancien musée et l'aménagement du nouveau musée du Caire. Peut-être qu'elle va être figurée maintenant dans le nouveau. Elle le mérite. Donc, il va donc remonter, il nous raconte donc toute la prise des grandes villes thébaines, bien sûr. Thèbes, le cœur de l'Égypte, Hermopolis, Héracléopolis, et puis finalement Memphis, donc cette capitale historique, comme je vous disais, donc celle où s'élève, dominée par les pyramides. Deux petits détails donc de cette stèle, hein, je vous disais, donc on a un pur style égyptien, et puis en même temps aussi on voit, donc c'est une stèle triomphale, qui raconte la marche triomphale de notre pharaon, et on voit deux personnages plutôt, donc accroupis en train, comme disait Lucien, renifler le sol. Ce sont des princes libyens justement qui sont vaincus, qui sont prosternés. Vous pouvez même voir donc aussi que Pianki met son nom dans un cartouche, hein, vous en voyez un au milieu, puis même les petits signes qu'il y a juste devant, on appelle donc Sa Majesté le roi de Haute et Basse Égypte, hein. Donc il est devenu roi de Haute et Basse Égypte, et même en même temps, il est aussi roi de Nubie et d'Égypte. Là aussi, vous voyez toujours ces deux personnages, et puis un magnifique cheval. Je vous montre cette stèle parce elle est gravée certainement par les plus grandes, on va dire artistes, hein, même si la notion d'art n'est pas forcément égyptienne. Admirer donc le sculpté, le relief, la finesse de la gravure de cette stèle, avec justement aussi un produit de luxe. Et le cheval, et certains n'hésitent pas à qualifier ce cheval de nubien, n'étant pas un spécialiste de la faune équestre, je vous le dis sans plus. Voilà, donc ses successeurs vont former donc une dynastie qui va gouverner l'Égypte, hein, la 25e, jusque dans les années 650, 654 même, lorsqu'ils seront expulsés
par les princes, enfin les rois assyriens. Euh, voilà, et ils vont se mouler, comme vous l'avez déjà vu avec la stèle, dans l'art et à la fois dans la propagande, dans l'idéologie royale. Vous avez donc un roi, donc Taharqa, qui est un des successeurs du fameux Pianki, protégé, donc vous voyez très très bien qu'il est mis donc entre les pattes de devant d'un bélier. Ce bélier a deux particularités. Ses cornes, qui sont des cornes de bélier qu'on ne trouve pas. On trouve dans la vallée du Nil, mais pas au nord, qu'on trouve au sud, au Soudan. Et puis aussi, on le verra plus tard, au fur et à mesure des diapos, un pelage fait de laine, là aussi, c'est une spécificité. Et bien sûr, comme tout, toute représentation divine, hein, on a affaire à un bélier, mais dans lequel s'incarne le dieu d'État Amon. On doit en reparler donc tout à l'heure. Donc il le protège entre ses pattes. C'est une photo, donc on voit très très bien encore. On en parlera tout à l'heure d'un temple égyptien. On est à Soleb, là aussi pas très loin de Kerma. Et puis je disais donc il se fondent, mais ils deviennent égyptiens, voire même, on le verra tout à l'heure, même plus égyptiens que les Égyptiens. Donc ils adorent les mêmes dieux. Hein. On va retrouver donc là effectivement donc ce dieu Amon, hein, avec toujours là cette corne particulière dont on dira quelque chose tout à l'heure. Et puis Réorarti, hein, donc le dieu solaire à tête de faucon. Alors ce monument, il vient donc pas très loin de Meroué. Hein. Il est un peu plus récent puisqu'il a été sculpté dans les années, dans le IVe siècle, dans les années donc 380, quelque chose comme ça. On voit très bien qu'aussi ils reprennent la technique égyptienne du relief dans le creux. Hein. On voit très très bien que on creuse pour souligner, jouer avec le soleil, pour souligner les formes. Celui qui a commencé à mettre cette technique en œuvre, ben, c'est le fameux Akhenaton, hein, Amenophis IV, qui avait quand même un dévot d'une religion solaire, donc on voit très très bien pourquoi il l'a fait. Et parmi donc effectivement ces dieux d'État, revenons sur notre Amon. Amon, je vous ai dit, il a quand même des traits caractéristiques. Là, vous le voyez, là, vous l'avez déjà vu. Voici, vous voyez donc ça, comment dirais-je, sa pelure, hein, son poil, hein, traîne sa laine, hein, très importante. Alors, c'est pas étonnant que vous avez donc sur cette photo, vous avez donc en premier plan ce bélier qui a été trouvé, si je me souviens bien, par la mission du Louvre qui travaille donc sur le site en 2010, sous toute réserve. Cette mission était placée donc sous la direction de Vincent Rondeau. Vincent Rondeau, donc, qui est le directeur, le conservateur en chef du musée du Louvre, puis c'est celui qui a quand même eu l'idée de faire cette exposition, de la mettre en œuvre. Ça lui tient à cœur. Donc vous avez ce bélier, quelques pierres, et puis dans le fond, une montagne, enfin une montagne, et vous voyez cette montagne, on peut la couper en deux. Vous avez un petit bloc hein, sur la gauche, qui n'est pas tout à fait dégagé, mais presque. Et cette montagne, donc on appelle le Djebel Barkal, est une montagne sacrée pour les Nubiens, mais aussi pour les Égyptiens. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc pour les Égyptiens, puisque vers 1300, 1460, quelque chose comme ça, même un peu plus, même un immense, très très grand pharaon qu'on surnomme le Bonaparte égyptien, toute mes histoires est allée jusqu'au Djebel Barkal. Il a
demandé à ce qu'on écrive sur le sommet de cette partie détachée sa titulature, et disant aussi que cette montagne était le lieu où serait né Amon. Et c'est là où on commence à entrer dans une histoire un petit peu particulière de ce dieu Amon en Nubie. Alors, voici donc un superbe pendentif, hein, donc de Taharqa en or, superbe, hein, qui est aujourd'hui exposé, je crois, au musée du Louvre, mais j'en suis pas sûr, pendant l'exposition. Il est très intéressant parce que vous pouvez, à la fois quand on le regarde, on peut faire quelques parallèles, voilà, et qui montrent que ces pharaons noirs et leur administration et leurs artistes étaient vraiment coulés dans le moule égyptien. Vous voyez que ce dieu cryocéphale, hein, à tête de bélier, est posé sur une fleur de lotus ouverte, en lapis-lazuli et or. Cette image fait immanquablement référence, tout du moins à une œuvre égyptienne de qualité exceptionnelle et mondialement connue, c'est la fameuse tête de Toutankhamon, enfant, qui jaillit d'une tête de lotus. Donc là, on montre justement donc un dieu en pleine possession de ses forces, hein, puisqu'il est en train de naître. On retrouve toujours ses couronnes, ses doubles béliers, et puis en même temps ce symbole de vie, avec tout en haut donc une couronne qu'on peut dire syriaque. Hein. Voilà, et on le revoit un peu, donc, et là, de nouveau, Taharqa. Alors, on peut voir aussi un petit peu que les cartouches ont été abîmées, ou alors on en a gravé d'autres. Tout simplement, c'est lorsque l'Égypte se rebiffe contre l'occupation nubienne, l'un de leurs pharaons, dont on verra tout à l'heure le portrait, Psamétique II, donc descend jusqu'à Kerma et va briser des statues. On les verra, ces magnifiques statues des pharaons noirs, et en profite de l'occasion pour briser les statues et éliminer les textes. Donc on voit un pharaon, tout à fait à l'égyptienne, qui tient un vase d'eau avec le bouchon. Hein. Le bouchon, donc lui aussi, a cette fameuse tête de bélier. Donc, je vous ai dit, il y a un symbole de vie sur cette fleur de lotus, tout à l'heure. Cette vie, c'est qui la donne? Ben, c'est l'eau. Et c'est un vase rempli d'eau. Alors aujourd'hui, enfin plutôt depuis maintenant près de 60 ans, des chercheurs, et notamment à la tête desquels on trouvait le professeur Jean Leclan, hein, qui a été donc professeur en Sorbonne, titulaire de la chaire d'égyptologie au Collège de France, avait baroudé lui aussi dans toute l'Afrique et justement avait lancé donc de grandes fouilles en Nubie, notamment à Soleb, et il avait remarqué avec ses chercheurs que les dieux d'eau étaient souvent représentés sous forme de bélier. Et en Égypte, effectivement, le plus connu, on le verra tout à l'heure, de ces dieux d'eau, c'est Khnoum, ou Khnoum, le maître de la crue, hein, donc, et il est aussi forme de bélier. Et ces chercheurs allaient même beaucoup plus loin dans la mesure où ils avaient constaté, en allant chez les Dogons, donc très très loin, que le dieu principal des Dogons était un dieu d'eau, sous forme de bélier, et qu'il était appelé Aman. Donc certains se posent encore la question si on n'a pas des liens entre Amon et Aman, ce qui voudrait dire qu'on aurait donc une très lointaine origine de cet Amon nubien et qui était déjà lié à l'eau. Et
c'est pas très étonnant aussi qu'on puisse constater que pour les Égyptiens, je vous ai dit que la Nubie était le pays, un carrefour de deux continents, la mer Rouge, l'océan Indien, on voit qu'elle est jusqu'au Tchad, et puis même l'Afrique noire profonde, c'était aussi d'Afrique que venait le Nil. Donc les Égyptiens avaient déjà au moins compris ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et en même temps, ces formes de colliers. J'ai pas la photo, mais on a aussi de voir qu'un pharaon aussi grand que Ramsès II, à Abou Simbel, porte lui aussi, derrière les oreilles, ces fameuses cornes. Donc, et à Abou Simbel, il se place à la fois comme un pharaon, à la fois comme un dieu, et comme pharaon et comme dieu, il apporte la prospérité à l'Égypte. Et comment il l'apporte? Ben, en faisant en sorte que la crue qui vienne soit une bonne crue, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop faible, ni aussi trop forte. Voilà. Et justement, je vous parlais tout à l'heure donc de ce bélier Khnoum, hein, vous le voyez là, il est sur une triade, vous avez trois dieux, les uns derrière les autres, et puis devant donc un pharaon qui est un Toutmosis. Mais ce qui est intéressant, c'est que mettre toujours en rapport avec cette forme de bélier. Donc le premier dieu, donc vous le voyez, donc c'est un dieu à la tête de bélier, c'est Khnoum, le maître de la crue, suivi par deux déesses, Anouket, et puis celle qui porte son chapeau de cuisinier, qui sont liées à la crue, sont les gardiennes de la crue. Donc on voit l'importance d'Amon en Nubie. Vous la retrouvez donc sur cette stèle, hein, qui est là aussi une magnifique de graphie. Et puis, en même temps, revenons au Djebel Barkal. Souvenez-vous donc de cette montagne avec la partie détachée. Ben, cette montagne, le pharaon noir, hein, là vous avez donc Taharqa, il la porte. Il porte cette montagne sur la tête. Cette partie détachée, pour les Nubiens, peut-être, c'est ce fameux Uréus, vous savez, ce serpent, ce cobra dressé, là, agressif, qui protège, et cette coiffe très particulière que n'ont jamais portée les pharaons en Égypte, qui sont par contre, en revanche, qui sont systématiquement portés par les pharaons nubiens. On a l'impression donc qu'il y a quelque part une fusion entre cette montagne et et Pharaon, et ça passe là aussi bien sûr par Toutankhamon, le lieu où par Amon, le lieu où il serait né. Voilà, vous voyez, deuxièmement, ils ont aussi une très grande particularité, hein. Donc vous voyez très très bien donc cette coiffe assez plate, hein. Et puis surtout, en règle générale, un pharaon égyptien, il a besoin que d'un cobra. Qu'un uréus, lui, il en a deux uréis. Vous les voyez bien, bah, tout simplement, c'est une façon de revendiquer une titulature double, à la fois maître de la Nubie et maître de l'Égypte. Voilà, donc maintenant, vous avez vu cette coiffure, et très bien, voilà ce qui fait penser donc à cet uréus dressé, et c'est sur cette partie-là donc Toutmose III aurait fait graver son texte. Vous imaginez quand même la performance. Je pense que beaucoup d'ouvriers ont dû y laisser leur vie. Voilà, encore un peu mieux, avec en même temps aussi donc un temple égyptien donc construit par Ramsès II, dont vous voyez les colonnes, hein. Donc là, on est toujours au Djebel Barkal, on est sur la quatrième cataracte. Voilà, de nouveau, et encore plus. Et aussi cette allée de sphinx qui permettait donc d'aller dans le sanctuaire qui était niché à l'intérieur
de la montagne. Donc on aurait affaire à un hémispéos, donc un nom un peu barbare, formé à la fois donc un demi-spéos. Spéos est un mot grec qui veut dire donc une grotte. Et là aussi, si on admet que Amon est un dieu d'eau, qu'il est aussi le maître de la crue, ben, on tombe sur un schéma assez connu. Si certains sont allés donc en Nubie, hein, au cours des croisières, on les invite à y aller plus tard, bien sûr, avec intermède, à voir les temples nubiens qui ont été donc reconstruits à la suite de la construction du barrage d'Assouan. Vous verrez que la plupart sont des spéos ou des hémispléos, même s'ils sont tous dus, là pour la plupart d'entre eux, à Ramsès II. Cette grotte bah, représente le lieu où naît la crue. Donc on voit donc toute cette mythologie, le sens important de la Nubie pour les Égyptiens et puis aussi pour les Nubiens. Et en même temps, là, nous sommes encore en Nubie, mais on est revenu en territoire égyptien, ou tout du moins l'Égypte d'aujourd'hui. Nous sommes donc dans le temple, le grand temple d'Abou Simbel, et vous voyez donc là cette photo, donc avec cet uréus dressé, et, oui, et ce dessin, cette ligne qui fait, ben ça évite, ça représente là encore la coiffure d'un pharaon nubien. Donc on voit très bien ces liens très très forts avec le Djebel Barkal, qui unissent donc les pharaons avec cette montagne sacrée. Ils honorent aussi donc les mêmes dieux. Hein. Vous retrouvez donc Taharqa, magnifique statue d'argent et d'or, hein, c'est une des pièces maîtresses du musée donc du Louvre. Hein. Donc là, cette présentation donc du pharaon agenouillé, il a fait une offrande de vin. Vous pourrez remarquer toujours donc là cette double couronne et puis cette couronne plate, une espèce de bonnet face à une divinité solaire, hein, représentée donc sous une forme de faucon. Et ce caractère solaire est renforcé par le fait qu'elle est recouverte d'une très fine feuille d'or. Voilà. Et puis, donc, ils honorent les mêmes dieux, mais oui, en même temps aussi, ils reprennent aussi toute cette idéologie. Donc on va voir déjà, là, on voit très bien donc là, les couronnes, hein, et puis ils honorent Maat. En gros, ils reprennent la tâche essentielle d'un pharaon, qui est de faire régner Maat. Vous voyez, donc il la tient dans une petite corbeille, et cette déesse, c'est une déesse concept qui n'est pas une réalité. On traduit son nom par vérité, justice, ordre. En gros, c'est le bien avec un B majuscule. Hein. Le pharaon doit faire régner le bien, mais en même temps, surtout, de permettre, en faisant régner le bien, que le monde reste en état de création et qu'il ne revienne pas à l'état du chaos primordial, c'est-à-dire le chaos primordial, c'est quelque chose de liquide dans lequel régnait le désordre, donc ne pas revenir à l'ancien monde. Et on voit toujours aussi cette couleur d'or, hein, donc à la fois solaire et puis rappeler le rôle de la Nubie. Voilà, en même temps, bah, on va trouver forcément aussi donc, une divinité qui joue un rôle essentiel en Égypte et en Nubie sous forme de piliers atoriques. Hein, donc atoriques parce que, mais très très bien que c'est assez étrange, hein, mais ces divinités donc sont représentées de face, mais en regardant bien, on a l'impression des visages hein, de cette divinité à tort. On voit très bien donc sa perruque, ses deux oreilles et ses deux yeux. On a quand même l'impression qu'on a deux profils qui ont été collés donc l'un à l'autre. La tête est surmontée donc du cistre, et Hathor, c'est une déesse sous forme de vache, et là aussi, là, le bovidé. En fin de compte, en Égypte ancienne,
des fois, c'est pas la peine de se perdre dans les noms des divinités féminines, hein. C'est de les classer en fonction de leur aspect, en fonction de l'animal dans lequel elles s'incarnent. Soit c'est un animal agressif, je pense à la panthère, le lion, la lionne, pardon, ou l'animal pacifique, les bovidés. Donc là, vous avez une vache, et c'est là aussi, donc, à la fois de montrer que Hathor est celle qui, lorsqu'elle prend la forme de Tefnut, est la déesse qui revient en Égypte au moment de la crue. Donc c'est elle qui assure de nouveau la, la prospérité de l'Égypte. On retombe toujours sur ce rôle essentiel pour les Égyptiens, tout du moins dans la mythologie, que la Nubie, c'est l'endroit d'où vient la crue. Donc là, ces colonnes remontent au 15e siècle avant notre ère, vraisemblablement soit Amenophis III, soit Ramsès II. Alors, en même temps, là, on n'a pas un pharaon noir, hein, on a un pharaon, j'allais dire, égyptien. C'est le fameux psamétique, c'est celui qui va, grâce à son alliance avec les Assyriens, expulser les, les Nubiens d'Égypte. C'est le fameux psamétique 2, donc lui aussi donc, a laissé quelques stèles. Donc on peut voir encore aujourd'hui donc dans l'île à côté du barrage d'Assouan, hein. Donc on le voit très classique, mais surtout je l'ai choisi parce qu'il a eu un rôle important dans l'histoire de ces pharaons noirs. Et puis aussi ces Égyptiens vont souvent, donc comme dans les périodes de crise, les Égyptiens un peu essaient de retourner à leurs racines. Et leurs racines, ils les cherchent dans les canons artistiques, soit du Moyen Empire, soit de l'Ancien Empire. Et là, effectivement, on trouve ce modelé qui fait immanquablement penser aux grandes statues des pharaons de l'Ancien Empire. Je pense à Khéops, Mykérinos, mais aussi à Sésostris, c'est Sésostris III d'ailleurs, qui est celui qui a commencé la colonisation de la Nubie, hein. On est vers 1800 avant notre ère. Et puis, donc, pendant près d'un siècle, hein, de 720, voire même un peu plus, hein, 650, pour donner toujours des dates rondes, donc ils vont se comporter comme des pharaons, c'est-à-dire qu'ils règnent sur l'Égypte et en même temps, ils marquent de leur empreinte cette terre donc égyptienne en y construisant des temples. J'ai pris quelques exemples, hein, parce que leurs temples étaient souvent abîmés, donc ces exemples, elles viennent comment dirais-je, de Karnak, hein, donc le temple d'Amon. C'est pas tout à fait un hasard, hein, que ces pharaons aient été très prolifiques dans ce temple dédié à Amon, le grand dieu d'État. On retrouve donc Taharka, hein, représenté donc comme un pharaon, qui tient dans l'une de ses mains, dans la main gauche, donc ce signe qu'on lisait Ankh et qui peut signifier vie. Donc je ne veux surtout pas en dire la croix de vie parce que c'est une forme un peu trop, référence un peu trop chrétienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc en Nubie, au Soudan, chez les quelques rares Nubiens chrétiens qu'il reste en Nubie ou chez les Coptes en Égypte, on parle de croix copte, c'est parfait parce que de faire sa signification qui donne la vie fait immanquablement penser à la résurrection. Et devant, vous avez un dieu donc, qui tient son fouet et puis aussi son bâton de commandement, entre guillemets. Vous voyez que ce dieu donc, est complètement enveloppé dans un linceul. Ben, c'est le fameux dieu Osiris, hein. Donc, effectivement, donc, dans un quartier nord de Thèbes, une partie du domaine de Karnak, hein, c'est immense, est réservée à Osiris. Donc, vous voyez là, en train de l'honorer.
Et puis, en même temps, là aussi, un bloc, superbe bloc. Et là, on voit très très bien donc, cette volonté artistique de revenir au canon, comment dirais-je, au canon classique de l'Égypte ancienne. Ce relief est vraiment pensé aux grands objets, enfin qu'on puisse voir aujourd'hui maintenant que à Karnak, maintenant que la chapelle rouge et blanche ont été, surtout la chapelle blanche, ont été reconstruites. La chapelle blanche est une chapelle, donc l'œuvre d'un pharaon du Moyen Empire. On a exactement la même technique, le même style, vous voyez, donc c'est super. Donc là, nous aurons toujours notre Taharqa, hein. Même il est très égyptien, hein. Vous voyez, donc il a cette coiffe, hein, qui en fait un pharaon noir, hein. Donc il a, comme dans toute la tradition égyptienne, vous pouvez remarquer que le corps du roi est ocre et que le corps des déesses féminines, hein, sont plutôt jaune pâle. Là, tout simplement, là, c'est très, très traditionnel. C'est que ces femmes ne sortent pas de la maison et que l'homme, lui, prend le soleil. Et puis un autre monument qu'on voit, qu'on passe souvent quand on visite Karnak, on passe comme ça en vitesse. C'est un monument qu'on appelle le monument de Taharqa du lac. Donc un monument construit face au lac de Karnak, qui a été entièrement démonté par Psamétique II et la mission française, hein, le Centre français d'études des temples de Karnak, hein, une mission donc égypto-française, euh, l'a fouillé et a retrouvé des blocs. Donc ils en ressortent encore quelques-uns, donc un monument important. Donc ça montre bien. On peut voir aussi d'autres traces de ces pharaons noirs à Karnak, sur le pylône, sur l'entrée dans la première cour, si certains ils sont allés, doivent peut-être se souvenir que quand on passe dans le premier pylône et qu'on arrive dans la cour, on voit des colonnes. Ben, ces colonnes, c'est un kiosque, un reposoir de barque qui a été construit par Taharqa, hein. Donc là aussi, hein, donc on va voir quelque chose qui est très très important, qui est ils vont utiliser la fonction de grande prêtresse d'Amon. C'est une femme qui, vous voyez très très bien, une femme extrêmement importante qui sert de lien, en fin de compte, entre la royauté et le clergé d'Amon. Et vous voyez que son importance, c'est elle porte l'uréus, symbole divin. En fin de compte, il y a très peu de femmes, hein, qui l'ont porté. Il y a soit des reines rois ou des rois reines ou des reines de cour, hein. Je pense à Hatshepsut, mais il y en a eu quelques-unes aussi en Égypte. Donc ces divinatrices, adoratrices, qui sont donc des vestales, hein, d'une certaine façon, qui sont condamnées donc à se marier, à rester mariées au prêtre à Amon, et elles assurent une partie, vu qu'elles épousent, elles sont des filles de Pharaon. Donc il y en a des dynasties croisées de divines adoratrices et dynasties royales. D'ailleurs, c'est un des moyens que Pianki utilisera pour s'installer en Égypte. Donc vous la voyez, donc, qui offre donc du vin, une divinité qui doit être, je suppose, Amon. On est à Karnak. Et voilà, donc alors, elle a rien, pas grand-chose à voir, mais c'est une des premières. Donc, divinitrice d'Amon. Saménirdis, qui est célèbre, parce que regardez cette statue, là aussi, donc elle est au musée du Caire, je pense qu'elle sera dans le nouveau. On voit très très bien donc cette couronne, et puis toujours, hein, donc ces uréus, hein, qui symbolisent vraiment comme quoi elles exercent une partie du pouvoir royal avec ces uréis. En même temps aussi quelque chose de très féminin, c'est que regardez ce sceptre qui est une fleur de lotus. Là aussi, le lotus est un symbole de naissance, hein, de ce qui donne vie. Et puis une autre, Karomama, qui est une des vedettes incontestées de l'exposition. Et puis,
du musée du Louvre, hein, donc superbe, elle aussi vous la reconnaissez donc à son uréus. Ah, c'est quelque chose de magnifique, hein. Voilà une autre représentation, donc on voit un peu encore les traces d'or qui couvraient donc la statue. Et puis une autre, un étui, de Moutet-Djemet, qui est une des divinatrices, divines adoratrices donc d'Amon, qui est liée au règne de Pianki, qui est superbe, hein. On voit d'ailleurs les noms, les cartouches des pharaons. Donc vous avez deux yeux Oudjat, hein, qui sont opposés l'un à l'autre à un cœur avec une trachée. On peut là aussi y voir comme quoi ces Nubiens sont vraiment, donc, baignent dans la culture égyptienne, dans la religion égyptienne, dans l'idéologie donc égyptienne. Ce cœur et cette trachée, à quoi ils peuvent faire penser? Bah, vraisemblablement au Nil. Le cœur, ça serait ce qui symbolise la grotte. Pour les Égyptiens, le Nil, la crue du Nil naissait débouchée d'une grotte, et puis cette trachée artère, eh ben c'est le Nil, et de chaque côté, donc, ces symboles d'Oyudjat qui protègent justement, sont des amulettes qui sont destinées donc à protéger. Donc on a l'impression là, on en place de chaque côté, bah, tout simplement parce que l'Égypte, donc cette vallée du Nil, hein, est quand même insérée dans deux déserts, elle coule dans deux déserts qui sont forcément des endroits dangereux dont on a besoin de le protéger. Voilà. Et puis, en même temps, on a aussi quelqu'un qui a joué un rôle très important. C'est Montou Had, qui était le gouverneur, le maire de Thèbes, qui va lui aussi tellement été influent et certainement un très grand homme politique, au bon sens du terme, puisqu'il a réussi donc à se maintenir dans ses fonctions après le départ des pharaons noirs. Donc, oui, il était quatrième prophète. C'était bon, c'était un grand prêtre d'Amon, mais c'est pas le grand prêtre, mais assez haut dans la hiérarchie. Et d'ailleurs, il tenait une partie de son pouvoir parce qu'il avait épousé l'une des filles de Taharqa. Voilà. Donc voilà, ce portrait, là aussi, je veux dire, il est superbe, hein. On a affaire à une statue donc en granit, hein, granit d'Assouan. Et puis donc l'air jeune, beaucoup d'autorité. On voit que c'est un très haut dignitaire, d'abord parce que il a le pouvoir et l'argent suffisant qui lui permettent de se faire, excusez-moi l'expression, tirer le portrait dans du granit, hein. Et puis cet air. Et deuxièmement, regardez, il a une barbe. Et les Égyptiens, qui étaient comme la plupart et pour la plupart étaient des gens donc analphabètes, hein, qui ne savaient pas lire ni écrire, avaient besoin de signes pour savoir à qui ils avaient affaire. Donc une statue avec une grande barbe recourbée, ça sera un dieu. Une statue qui a une grande barbe droite, ça sera un roi. Alors le roi, il peut avoir aussi une statue, lorsqu'il est divinifié, barbe recourbée. Et les hauts dignitaires ont cette barbichette, hein. Donc et là, le voici, mais alors, plus du tout autant il avait l'air jeune. Maintenant, on a affaire à un homme vieilli. Vous voyez donc les cernes, les yeux enfoncés. Et on peut se montrer là aussi de voir que ces Nubiens, ou tout du moins, donc, reviennent tout au moins les artistes qui ont façonné cette sculpture trouvent là aussi leur inspiration parmi les sculpteurs du Moyen-Orient. Je pense aux statues d'un certain Sésostris III. Donc on le voit lui aussi marqué par la vieillesse, avec un air profondément interrogatif. Donc ça fait partie donc là aussi des très grandes œuvres. Elle est aujourd'hui au musée du Caire, là ça sera peut-être déménagé.
Et puis de nouveau, là, on voit donc une statue donc d'un homme, donc dans la force de l'âge. Donc là aussi, on nous retombons toujours sur ce Mentuem Hat, la jambe avancée, du moins on le devine. Et puis, en même temps, de ces multiples fonctions, on va leur trouver, si je ne vous disais pas que cet homme, c'était Mentuem Hat, vous pourriez dire, mais ça ressemble inévitablement aux bas-reliefs qu'on trouve dans les tombes de l'Ancien Empire, hein, qui couvrent les tombeaux de la quatrième, enfin plutôt de la cinquième et de la sixième dynastie. Mais oui, mais tout simplement, c'est quand même de la 25e dynastie. On voit très bien tout de même deux choses qui montrent qu'on a affaire donc à des artistes nubiens, le traitement du visage. Et puis, donc, il était aussi donc premier prophète d'Amon, quatrième prophète d'Amon, et il a dû aussi exercer des fonctions de prêtre sème. Alors, c'est des fonctions de prêtre sème, c'est souvent quelqu'un qui enterre quelqu'un et qui va se positionner comme l'héritier. C'est comme ça que lors de l'enterrement de Toutankhamon, son successeur, qui enterre un pharaon jeune, alors que le successeur est vieux, va se présenter comme un prince héritier vêtu d'une peau de léopard. Hein. Oui, encore donc, ce qui reste de queue et puis le pelage. Alors, il a une tombe absolument monumentale. Hein. Elle est donc à Thèbes, forcément sur la rive gauche. Dans le fond, il faut imaginer que vous avez donc le temple de Djer el-Bahari, hein, le temple des millions d'années, j'allais dire, funéraire, non, des millions d'années de la déesse Hatshepsut, et qui va servir dans l'histoire de partie sacrée de la nécropole. C'est-à-dire un tas de gens vont aller s'y faire enterrer. Donc là, vous avez ici donc l'entrée, hein, avec le tunnel, enfin l'allée qui mène à l'intérieur. C'est une tombe gigantesque qui montre là aussi donc la puissance. Et deuxièmement, donc, elle est assez particulière, vous voyez, parce que cette entrée, ces arcs sont en briques. Voilà, donc elle a été en partie reconstruite. Hein. Donc là, on a la porte, hein, vue de l'autre côté, et puis on voit que la brique donc était recouverte d'un super parement donc de granit. Les parois de la tombe sont là aussi donc recouvertes donc de textes funéraires qui seront le livre des morts, une partie de textes royaux qui ont été réutilisés pour les hauts dignitaires. Et ces pharaons, ils sont égyptiens, mais ils se font enterrer, là nous sommes donc à Kerma, dans des pyramides qui ne rappellent que très vaguement les pyramides égyptiennes. D'abord parce que premièrement, elles n'ont pas le même, comment dirais-je, le même angle, hein, vous voyez, qui est fermé, elles sont très, très pointues, rien à voir avec celles de Khéops, elles n'atteignent pas les 157 mètres qu'atteint celle-ci. Et puis à l'intérieur, donc, il n'y a pas de couloir. Et puis, grande différence en même temps, c'est que ces pyramides ont bien sûr été des lieux d'inhumation, qui ont été pillés, notamment au XIXe siècle, par un tas d'aventuriers, mais en même temps, les morts avaient disparu. Une différence donc avec l'Égypte ancienne, c'est que ces pharaons noirs, ces Nubiens, ne se faisaient pas momifier. Donc effectivement, donc, les corps n'étaient pas conservés. Alors vous avez là aussi donc des rois, des reines, hein. Et puis en même temps aussi cette image que je considère comme assez, assez, assez drôle. Je l'ai appelé le bas nubien. Le bas, pour les Égyptiens, un individu est la résultante d'un certain nombre d'éléments qui doivent vivre ensemble
sans être disloqué. Parmi les plus importants, on va trouver forcément le Ka, le nom, et puis le Ba, qu'on traduit d'une façon souvent un peu impropre comme l'âme, acceptons-le, et ce Ba est représenté par un petit oiseau qui a souvent une tête humaine, et cette tête humaine est un portrait du défunt. C'est un élément important parce que le mort donc, est dans sa tombe, il vit dans l'au-delà, et le fait qu'il soit sous forme d'oiseau, le bas va le permettre aux morts de communiquer avec le monde des vivants. Donc il sort et il rentre. Il sort de la tombe, il rentre dans la tombe. Et là, on a une représentation d'un défunt, donc représenté, vous voyez, donc comme avec son bâton. Est-ce que c'est le bas? Est-ce que c'est le défunt représenté? On n'en sait pas. On voit tout à fait qu'on a affaire à un personnage donc africain. Il suffit de regarder un peu les traits. Et puis en même temps aussi, ils vont reprendre une coutume égyptienne bien connue, celle des Ushepti. Alors vous avez pu entendre Shawapti ou Ushepti, en fin de compte, ces deux mots désignent le même objet. Vous voyez un alignement de personnages avec de longues barbes, avec même des coiffures de pharaon, hein, même le pshent, les traits nubiens. Donc là, vous avez effectivement des Ushepti de rois nubiens. À quoi ils servent ces Ushepti? Pour les Égyptiens, lorsque vous avez réussi à ne pas mourir, je n'ai pas dit à vaincre la mort, parce que les Égyptiens ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, si vous mouriez, bah, c'était fini. Donc, c'est pour ça qu'ils momifiaient, qu'ils construisaient des tombeaux, qu'ils écrivaient des textes dans leur tombe, tout ça pour ne pas mourir, pour vaincre la mort. Mais une fois que vous avez réussi à vaincre la mort, c'est un combat perpétuel. C'est pour ça qu'on doit vous amener donc de la nourriture, qu'on doit vous faire des offrandes, vous apporter à boire, etc. Mais bon, vous êtes dans votre tombe, dans l'au-delà, mais en même temps, donc j'allais dire avec une manière, de façon un petit peu triviale, vous êtes un vivant. Donc à ce titre, vous devez exercer votre tâche de vivant, c'est-à-dire travailler. Et là, vous travaillez pour les dieux, donc, qui vous traitent comme l'Égyptien moyen, c'est-à-dire à curer les canaux. Hein, l'Égypte donc a réussi la civilisation égyptienne et même au-delà, donc à rester une terre fertile, féconde, prospère, parce qu'il a fallu dégager les canaux pour irriguer. Donc, et souvent, ces petits ou ces petits ont dans le dos des instruments agraires qui permettent de curer les canaux. Vous imaginez que c'est quand même pas creuser des canaux pendant toute la vie éternelle, c'est quand même pas drôle. Donc, ils vont fabriquer des petits personnages qu'on appelle des Shawapti ou des Ushepti, qu'on peut traduire par répondant. Et effectivement, ces statues portent un texte: ô répondant un tel, ça sera le nom du défunt, si on t'appelle à la corvée, tu répondras présent. C'est-à-dire que ces Shawapti sont destinés à remplacer le mort à la corvée, ce qui rend quand même l'au-delà un peu plus supportable. Voilà, alors là vous avez donc le roi, donc Senkamarisken, et sa reine, donc Nazaka, ouais, donc superbe Shawapti. Hein. Mais très très bien, on voit très bien les herminettes, hein, là, les deux herminettes qu'ils tiennent donc dans les mains, qui leur servent. Donc là aussi à gratter. Ils sont pris de face, donc malheureusement vous ne pouvez pas voir le sac qu'ils portent. Vous voyez qu'on a affaire là aussi donc à des éléments très traditionnels de la représentation du pharaon dans l'Égypte pharaonique, une barbe tressée, le pshent donc de chaque côté, l'uréus pour deux d'entre eux. On a affaire donc au roi.
Et puis, donc, je vous ai dit, donc, ce qui motive cette exposition, hein, c'est quand même une découverte donc, qui a été effectuée par Vincent Rondeau il y a, je dirais, une dizaine d'années, mais enfin, peu importe si c'est plus ou que c'est un peu moins, mais c'est assez récent. Donc, on est à Kerma, lorsque, pour des travaux de consolidation du site, les deux fouilleurs, et notamment Charles Bonnet, hein, et puis une autre archéologue française, Dominique Valbel, voient surgir devant eux la tête de Tarque. Donc, oui, là, donc, au moment où il commence à. C'est vraiment une résurrection de ces statues. Elles sont plusieurs, vous allez voir. Elles ont été brisées par Psamétique II lorsqu'il s'est emparé de l'Égypte, de la Nubie. Et c'est une technique très égyptienne, ça. En règle générale, les ennemis, on leur réserve un sort et qu'ils soient à la fois condamnés aujourd'hui et tout le temps, sur terre et dans le ciel. Pour ce faire, on va briser les statues, donc ça leur évite de vous saisir, de vous nuire. Et puis en même temps, on va aussi donc annihiler leur personnalité et leur identité en effaçant le nom. Voilà, voilà, donc là, aujourd'hui, donc c'est les 7 statues de ces pharaons de la 25e dynastie qu'on a trouvées dans cette fosse. Elles ont été donc restaurées, on voit très très bien, donc on leur a redonné donc vie. On voit à la fois des coiffes classiques méroïtiques hein, ou couchites, hein, vous voyez donc ces double-iréus, ces casques, et puis aussi des représentations traditionnelles du pharaon avec la double couronne hein, de Haute et de Basse-Égypte. Et puis surtout, ce qui encadre cette couronne de Haute et de Basse-Égypte, c'est ces couronnes qui en font donc des dieux, des rois donc qui amènent donc la crue. Ces statues n'ont pas pu être transportées à Paris, trop fragiles, plus la situation politique ne s'y prête pas. Donc, les responsables de l'exposition ont pris le parti d'en faire des copies et d'essayer de leur redonner l'aspect qu'elles avaient lorsqu'elles figuraient dans les temples dans l'Antiquité. Donc, les chercheurs donc, savent très bien que la double couronne, elle est de Haute et de Basse-Égypte, elle sera rouge et blanche. Et ils avaient retrouvé donc des traces d'or sur les statues. Donc voilà ce qui est pour eux donc l'aspect originel de ces statues. Donc ce sont des copies à l'échelle donc à taille humaine, hein, la même hein, à l'échelle 1, avec derrière donc la nécropole de Kerma. C'est vraiment, enfin je veux dire, c'est la partie somptueuse de cette exposition. On voit là aussi donc en taille réelle donc une copie du fameux donc Taharqa. On va même voir donc des pendentifs, des boucles d'oreilles donc en lapis-lazuli, ce collier en or, ces bracelets en or. Et puis aussi donc lorsque le souvenir de ces pharaons noirs va s'estomper, qui vont devenir de plus en plus nubiens, ils vont donc eux aussi quitter, ils ne vont plus écrire avec des hiéroglyphes. Au départ, ils notent leur langue avec des hiéroglyphes purement égyptiens. Et puis vous voyez donc que les signes ne sont plus des hiéroglyphes aujourd'hui dans cette langue. Donc on essaie de la retraduire. C'est un des grands chantiers donc sur les études méroïtiques. Hein, donc, qui est encore en cours, hein, puisqu'on sait, on sait on sait la lire, mais on ne sait pas la traduire. Et puis, pour vous donner un peu, mettre l'eau à la bouche, hein, c'est ça, ces magnifiques objets-là, donc vous verrez pendant l'exposition, donc à la fois, donc, vous avez donc de l'argent, de l'or, de l'albâtre, tout ça, donc ce sont des objets qui ont été trouvés dans des tombes, mais qui avaient dû donc fatalement
figurer parmi dans les tombes et dans les temples avant de terminer leur carrière, entre guillemets, dans les tombes royales. Voilà. Alors, on m'avait dit donc que ma conférence devait durer 1 heure, donc j'ai fait tout pour me terminer dans les temps, donc j'aurais à attendre justement donc là. Voilà. Merci Richard, merci pour cette Voilà. super présentation, c'était super Mélanie enrichissant. donc apparaît. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez tous. Hein. Oui. C'est bon, tout le monde m'entend. Donc merci Richard pour cette conférence super enrichissante. Ça nous a donné super envie de voyager en Égypte. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, Intermed organise plusieurs voyages en Égypte donc au programme. Nous avons l'Égypte et le Nil des pharaons, un Égypte en famille, si vous souhaitez partir avec vos petits-enfants ou en famille, et notre croisière musicale sur le Nil que va accompagner Richard, n'est-ce pas? Donc, cette croisière, elle a lieu en octobre, du 17 au 24 octobre. Il nous reste encore quelques cabines disponibles, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Je vous joins le programme de cette croisière musicale. Donc, elle est en collaboration du coup avec Dominique de Villancourt, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui pour cette conférence car il est en concert. Mais on se quittera en musique tout à l'heure avec lui, qui nous a préparé une superbe représentation. Donc, je vous mets le programme pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas également à nous contacter à l'agence sur notre numéro de téléphone au 01 45 61 90 90. Vous pouvez me demander, donc, je suis Mélanie, donc je serai ravie d'échanger avec vous si vous souhaitez plus de renseignements. Merci Richard, merci d'avoir fait cette conférence et j'espère que vous serez nombreux à rejoindre notre conférencier du coup lors de ses prochains voyages donc, sur la croisière musicale, à Jérusalem, qu'il va accompagner en septembre, et en Turquie également au mois d'octobre. On se quitte en musique avec une vidéo de Dominique, et je vous dis à très bientôt. Là, il n'y a plus de son. Il y a un problème. Et moi, j'espère que je suis quand même impatient de vous retrouver en Égypte et pourquoi pas aussi à Jérusalem. Ah, voilà.
Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Comment?